savoir comment c'est ça. Depuis 75 rue Mexico. Et depuis 85 D'accord. Je suis né dans le quartier, j'ai jamais quitté, donc je n'ai pas bougé du coin. Ça fait ça 84 ans. Expliquez comment ça s'est passé. Alors ici, avant, dans le temps, c'était, il paraît, un marchand de charbon. Il y avait un tramway qui faisait le tour des boulevards, très serré, tandis qu'à Ikern, avant 1858, c'était encore très rural. À l'époque, c'était différent. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'indépendante? L'indépendante, c'est une grande boulangerie industrielle qui prenait une partie de l'argent. Je suis ici depuis 1928. Avant, j'habitais rue Alphonse Mercier. Puis mes parents ont acheté la maison, puis on est venu habiter ici. J'habite le quartier depuis ma naissance, puisque mes parents étaient déjà du quartier, les parents de mon mari aussi. On était à l'école ensemble ou presque. Et on est ici depuis toujours. Depuis combien de temps habitez-vous dans ce quartier? J'ai toujours habité dans le quartier, c'est-à-dire 24 ans et demi ici rue de Génois, après rue Mourmand, rue d'Urnerin, et après j'ai acheté la maison ici en 80, donc ça fait 30 ans. 30 ans ici dans la rue Mexico. Depuis 75 rue Mexico. T'es arrivé quand? Et depuis 85 ici. J'ai rentré à Lille l'an après, j'ai rentré juin 70. Donc, évidemment, je me trouve ici au 153 rue de Lille. Je vais à la France justement pour gagner des sous, pour la vie, parce que nous on était dans la misère en Italie. Ça fait combien de temps que vous habitez dans le quartier J'arrivais ici dans le quartier en 1972. Donc, je vous dis sincèrement, j'ai trouvé que c'était pas mal. Il n'y avait pas beaucoup de voitures dans la rue. Bon, par terre, c'était des pavés. Comme c'était des petites maisons, des cours, des trucs comme ça, ils se voyaient tout le temps, ils s'assiedent dehors, les gens, sur la marche. Par exemple, l'été, c'était courant que les gens mettaient des chaises à la porte et puis discutaient entre voisins. Et on parlait, ah oui, ceci, cela. Ils parlaient de tout, pendant des heures et des heures. Il y en a même qui tricotaient, qui faisaient du crochet, tout et tout. On se fréquentait beaucoup plus. Il y avait de la solidarité. Beaucoup de solidarité, oui. Beaucoup de solidarité, parce que ça arrivait souvent, même qu'un voisin il venait frapper, vous n'avez pas une tasse de sucre, un pot de sel, une tasse de farine ou de l'huile. Vous n'aurez pas ceci, ouais, pas de problème. Mais c'était réciproque. Un autre jour, c'était lui qui nous dépannait ou c'est nous qu'on le dépannait. On est chez l'un, chez l'autre et tout et tout. Nous, les locataires au-dessus, descendaient chez nous pour rien. Nous, on montait chez eux. Chez ma grand-mère, il y a tous les camarades du quartier, quoi. Ils venaient boire une goutte de café, puis ainsi de suite, quoi. Puis, et une prise. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez nous dire ce que vous cherchez autour de cette porte en bois? Non, j'allais dire que je regarde là parce que j'habitais ici juste avant la guerre. Donc vous avez connu le quartier complètement différent? Oh, oui, je ne me donne pas. Là, ici, comme je disais, là c'était un copain à moi, ici, moi j'habitais ici jusqu'à temps que je me marie. Là-bas sur le coin, là, c'était un café, c'était une de mes tantes qui habitait là. Enfin, c'était une de mes tantes aussi, parce que ma mère, ils étaient nombreux dans la famille. Alors, je connais le quartier vraiment, c'est quoi de le dire, quoi. On se connaissait tous, on se parlait, tout et tout. Donc c'était un peu comme une grande famille, ces trucs? Ah, avant, oui, tout à fait. Sans problème, ceci. Ceci, là-bas, quand on était au Mexico, je vous dis, on était une très bonne entente avec tous les voisins. Moi, je me rappelle que 2 fois, je me suis blessé en tombant, en étant petit. Ma mère étant absente, c'est des voisines qui ont venu me soigner.
C'était plus convivial. Oui, oui. Vous pouvez nous dire en quoi c'était plus convivial? Ben, tout le monde se parlait. Hein. Évidemment, les femmes travaillant pas, elles n'avaient plus le temps de se contacter. Hein. C'est-à-dire les femmes se retrouvaient... En faisant leurs courses, elles papotaient, en lavant leur trottoir. Toutes les semaines, la ville faisait couler l'eau. Et puis les femmes, avec l'eau, elles nettoyaient le couloir d'eau et elles ramenaient l'eau sur le trottoir, elles lavaient le trottoir. D'accord, donc tout le monde... En principe, tout le monde avait son trottoir. Le même jour de la semaine? Oui, ça devait être le samedi, je crois. Le voisinage, c'était quelque chose d'assez... qui existait vraiment. Mais maintenant, un petit peu à la fois, ça a changé, évidemment. Et qu'est-ce qui a changé pour vous? L'environnement, c'est plus le même. Il n'y avait pas ces grands immeubles, tout ça. Il y avait pas... Maintenant, dans les HLM, il n'y a plus de familiarité entre les voisins, quoi, maintenant. Ça existe encore quand même, hein, mais beaucoup moins qu'avant. On ne peut pas dire que les gens ils sont changés. C'est la vie qui est changée un peu, mais les gens, pour moi, ils sont toujours pareils. Hein. Le monde était avant et le monde était maintenant. Il y avait des mauvais avant et il y a des mauvais maintenant. C'est normal que pour les jeunes, c'est mieux maintenant. Mais nous, on a trop de souvenirs dans le temps. Et si la rue d'Iéna, je me rappelle, ça a toujours été pareil. Hein. Qu'est-ce qui ça a changé, c'est qu'avant c'était des pavés. Des pavés partout, partout, partout. Et c'était bon, j'ai trouvé la pierre, c'était toujours bon. Il y avait des rues avec des pavés vraiment nets, tout. Mais alors il y avait des rues, comme les rues ici derrière, là, les pavés, bon, épouvantable. Hein. À vélo, on est au secoué. Hein. D'accord. Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. Les véhicules individuels... Quand on est arrivé, il y avait notre voiture à nous, il y avait la voiture du voisin, qui était un maçon, et peut-être une autre voiture un petit peu au-dessus, c'est tout. On avait 3-4 voitures dans la rue, c'était beaucoup. D'accord. C'était des mobylettes, des chevaux, c'était quoi? Un mobylette ou un vélo. Ah ben ça, il n'y a pas le choix. Ou alors, celui qui n'avait pas de vélo, de mobylette, c'était l'autocar, les transports en commun. Puisqu'il n'y avait pas de métro à l'époque, hein, évidemment. Et alors, il y avait beaucoup de balados. Hein. La balados, c'était le truc bon marché pour transporter les affaires. Hein. Moi-même, quand j'étais jeune, je faisais le marché sur Fives. Et on faisait avec la balados aussi. Là. Puis moi, j'aimais bien tirer la balados, alors je prenais le bancaire. Puis une fois, il a chargé trop derrière. J'ai été levé que le bancaire. J'ai été suspendu. La balados, elle était comme ça. Hein. Alors, le patron rigolait, mais je rigole pas, là. À cette époque-là, les rues étaient comment en fait, les rues? Il n'y avait pas la circulation de maintenant. Hein. Mais il n'y avait pas de voitures qui passaient. C'était nous les rois de la rue, quoi. On pouvait s'amuser par terre, il n'y avait pas de problème, pas d'histoire, quoi. Le seul qui dérangeait, c'était ding, ding, le tramway quand il arrivait. Alors il se mettre sur le côté. Hein. Loisirs quand vous étiez jeune pour vous amuser? Vous appartenez, quoi, parce que de l'autre côté, par exemple, rue de Génol, il y avait des terrasses. Alors on était toute une équipe de copains, quoi, puis on jouait là-bas beaucoup. Et ma grand-mère, elle criait après moi pour que j'allais manger, puis on jouait tard dans la rue. Quand on est gosse, on jouait là-dedans, c'était des pavés. On jouait avec des billes. Aux billes, à la gamelle, enfin tous les jeux, quoi, que maintenant ça n'existe plus, quoi, sauf le ballon, quoi. Mais enfin, je me souviens dans la rue de Génol, la bouchère, elle hurlait, elle appelait même la police parce qu'on jouait devant sa boucherie. On n'est pas des grands jeux, c'est vrai. Nous, avant, on se amusait avec un morceau de bois ou n'importe quoi, on se amusait avec n'importe quoi, quoi. Au boulevard de Metz, là-bas où ils ont fait tous les HLM, c'était les remparts, là. Et vous y jouiez? Alors on allait jouer là-bas. Les remparts, c'est simple. La couronne de HLM a été construite sur les remparts. Donc, porte de Béthune, porte de Valenciennes, porte des Postes, porte de... Il y en a encore une, d'Arras. Toutes les stations du métro s'appellent du nom des portes qui étaient à leur emplacement. Alors,
tout proche d'ici, on avait la porte de Béthune. Elles étaient toutes construites de la même façon. Il y avait 2 grandes arches pour les véhicules et 2 plus petites pour les piétons. C'était des grandes buttes avec des casemates, on disait. Ça servait pour les soldats, dans le fond. C'était prêt pour... où il y avait des provisions, où il y avait ça, mais les casemates ici de ces remparts-là n'ont jamais servi, puisque les remparts n'ont pas servi. On s'est aperçu que les remparts ne défendaient personne, puisque les avions passaient par-dessus pour bombarder. Donc, les remparts ne servaient plus à rien. Quand je suis né, la porte de Béthune était démolie. Mais il est resté un bon bout de rempart, à peu près de 100 mètres de long, qui partait de la porte de Béthune vers la porte des Postes. Comme c'était un terrain vert et libre, les enfants du coin venaient jouer dans les remparts, les amoureux s'y promenaient, c'était un lieu où on pouvait s'évader un peu. Donc moi, mon enfance, ça a été surtout les jeux dans les remparts, avec les copains du quartier, qui n'étaient pas nécessairement ceux de l'école, puisqu'il y avait un mélange qui se faisait assez facilement. On avait le droit d'aller jouer dans les remparts. On jouait à cache-cache, on faisait les 400 coups, quoi. Les mères criaient sur les enfants parce qu'elles avaient toujours peur qu'ils tombent. Il y avait bien les casemates qui étaient dangereux, les murs qui faisaient 4 mètres de haut, mais on y faisait attention. Du moment que ma mère elle nous voyait de la fenêtre, on pouvait faire ce qu'on voulait. Votre maman, elle disait rien pour les remparts? On avait le droit d'aller là-bas? Il y avait des moments, on essayait d'aller quand elle ne savait pas. D'accord. Et après, par contre, à partir de la rue Saint-Bernard aujourd'hui, oui. C'était des pâtures, des champs. C'était la campagne, c'était des champs, il n'y avait pas de construction, il n'y avait rien. Ici, c'était donc le coin rural. Alors, à côté, il y avait une très grande ferme appartenant à M. Mélis, qui était un Belge. Ça, c'était la même ferme? C'est la même ferme. À l'époque. Alors, les vaches de M. Mélis allaient paître dans ces champs qui étaient à la cité hospitalière. Donc, elles prenaient la rue des Kermes jusque la cité hospitalière. Et les enfants du fermier étaient dans l'obligation d'aller garder les vaches pendant la journée et de les ramener le soir. Justement, parlant d'animaux, avant, je vous ai entendu dire que c'était une ferme ici. Non, c'est nous, quoi. On l'avait amélioré comme une ferme parce que pendant un bout de temps, on adorait les bêtes, on était plus jeunes. Alors on avait pris des dindes, on avait des poules, on avait des canards aussi. Ah oui. Le dernier truc qu'on a fait, plus terrible, je rigole encore, on a eu deux petits cochons, mais les cochons pas très gros là. On dit que des cochons. Alors, un beau jour, il y a des cochons qui se sont sauvés à la rue. Bon, ça c'était pas trop grave encore. On essaie de les rattraper. Oui, mais ils sont partis rentrer au coin, au bon coin, là où il y a des amis arabes à côté. Heureusement, je suis copain avec eux. Oui, mais bien trouvé, le lendemain, c'est tout le ramadan, là. On aurait eu un problème. Heureusement qu'ils me connaissaient, qu'on est bien copains. Ils auraient dit qu'on l'avait fait exprès. Et pour arriver à attraper ces cochons. On a rigolé, on a rigolé. Ils nous ont fait voir plein de choses. Il n'y a qu'un truc où ça respectait, c'est quand on avait un coq. On ne l'avait jamais longtemps, parce que les gens respectaient, ça crie. Hein. Le matin de bonne heure, oh, oh, oh. Un coq qui réveille le quartier, c'est pas mal. Ah, oui. Alors du coup, le coq, il y a une réclamation, bon allez, hop, il passait à la casserole, pauvre vieux. Ah oui, on a toujours été dans les bêtes, nous. C'est pour ça que je dis, j'ai été comme une ferme ici, il fait un temps. Attention, attends. Allez, on y va, vas-y. C'est bien.
Et une fois, on a eu l'occasion d'un mouton. Et alors moi, comme j'ai beaucoup de patience avec les bêtes, j'ai appris ce mouton comme un chien. Le mouton m'obéissait comme un chien. Tu viens Zébulon? Zébulon est venu. Un beau jour, on dit, bon, on ne peut pas le laisser ici, on a parti le porter au Mexico, où il y avait de l'herbe, dans le jardin derrière. Bon, tu viens Zébulon? Je suis parti avec les 2 chiens que j'ai habitués, je les habitue tous sans laisse. Et le mouton, sans laisse. Et puis par le trottoir, tout. Le chien me regardait, le mouton m'obéissait, tout. Et j'étais conduire là-bas. Mais malheureusement, un beau jour, je suis revenu du boulot et ils m'ont rien dit. Ils ont tué le cochon, le mouton. Il a mieux fallu parce que j'avais du chagrin, mais je m'y attachais. On s'attache à une bête. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment c'était le quartier quand vous êtes arrivé? Bon, c'était les maisons, il n'y avait rien de changé. Hein. C'était comme maintenant, les maisons. Vous aviez... il y avait autant de maisons que maintenant ou... Oui. Autant, d'accord. Quelle différence il y a entre le quartier de maintenant et le quartier de votre époque? Oui, il y avait beaucoup de commerces de proximité, tandis que maintenant, il n'y en a plus du tout. Moi, j'ai connu qu'il y avait tout plein de commerces de quartier. Il y avait de tout. Hein. Ah oui. On voulait trouver quelque chose, on le trouvait. Dans le boulevard Montebello, sur le coin, il y avait un droguiste, au coin de la rue Davy et au boulevard Montebello. Un petit peu avant, il y avait un marchand de papier peint. À l'époque, je ne sais pas, bon, place Antoine Tac, admettons, il y avait 1, 2, 3 au bistrot, il y avait un bourrelier, il y avait une épicerie, il y avait une pharmacie. Dans le coin ici, il y avait 2 boucheries. Il y en avait une ici au coin de la rue du Mexico et de la rue d'Ancher, et puis il y en avait une rue de Génol, là, ici devant, là, de l'autre côté, là. Après, il y avait une crèmerie au coin de la rue de Génol, il y avait un marchand de légumes rue Mexico, aussi. Il y avait une épicerie, marchand de légumes au boulevard. Les commerces de proximité, c'est pas ce qui manquait. Hein. Par exemple, rue des Kermes, c'était tout commerce. Il y avait tous les commerces d'alimentation qu'on voulait. Poissons, légumes, tout ce que vous vouliez. Hein. Et quant au boucher, alors n'en parlons pas, il y en avait... je sais pas combien de bouchers, il y en avait partout. Des marchands de volailles, des poissons, il y avait tout. Devant la sécurité sociale de maintenant, il y avait un quincaillier. Si on avait besoin de 3 ou 4 vis, ben, il nous vendait 3 ou 4 vis, et s'il les avait pas, il les commandait. Ah, puis alors, il y a eu quand même moi, je me souviens, par exemple, avant la rue de Génol, il y avait une épicerie, c'était une petite épicerie, quoi, puis quelquefois, on était jusque sur la rue, tellement qu'on attendait notre tour. Mais elle vendait de tout, elle vendait de l'huile au détail, du pétrole, du savon noir, du fromage avec une cloche, c'était tout au détail, quoi. Et c'était folklorique, parce qu'en plus de ça, elle nous servait de la moutarde au détail, alors c'était dans un grand pot. Alors quand elle nous servait ça, on riait, parce qu'elle puis et après, elle ressuyait avec son doigt, puis elle suçait son doigt, puis c'était... Et quand elle rendait la monnaie, alors elle disait 10 et 10, 20, 20 et 20, 40, 40 et 10, 50, puis d'un seul coup, elle reprenait tout, puis elle recommençait à 0. Alors c'était vraiment folklorique. Hein. Et il y avait aussi des gens qui passaient directement à domicile, déposer... Ah oui, je me souviens, pendant la guerre, on avait une marchand de moutarde qui passait avec un broc. Et alors, il nous remplissait un petit récipient, un petit bocal en verre. Il y avait le marchand d'os qui passait pour ramasser les pots de lapin. Les pots de lapin, il criait marchand d'os, pots de lapin. Il avait une petite voiture, une petite carriole, tirée par un petit cheval. Quand on l'attendait arriver, on courait pour essayer de vider tout ce qu'on pouvait trouver pour lui donner. Résultat, on avait une petite balle avec de la sciure, avec un élastique, quoi. Puis il y avait tous les jouets qui pendaient à sa baladeuse. Le McDo, c'est qui l'a inventé? Le McDo, il n'y en avait pas. Ah non, il n'y en avait pas, non. Le McDo est arrivé bien après. Alors c'est qui faisait les hamburgers? Ah, il n'y en avait pas d'hamburgers. Il n'y en avait pas d'hamburgers. Et c'est les Américains qui ont créé ça. On pouvait avoir tout à domicile si on voulait. D'accord. Comment ça se passait pour avoir tout à la maison? Ils passaient tous les jours. Hein. Ils passaient tous les jours dans la rue? Ah oui, et le lait, tout il y avait un gars avec le lait, le beurre, il y avait la marchande de légumes qui passait avec son petit cheval. Il y avait pas et l'indépendant qui livrait le pain pour celui qui voulait être livré.
D'accord. Avec les voitures, avec les chauds. C'était une coopérative au départ. L'Indépendante et la grande brasserie. La grande brasserie, tout ça c'était c'était le grand patron, c'était Joris. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'Indépendante? L'Indépendante, c'était une grande boulangerie industrielle qui prenait une partie de la rue Mexico, le boulevard Montebello, la rue Nefton. En face de la station Esso, au boulevard Montebello. Tout ça, c'était l'Indépendant, tout ça. Le bâtiment principal était devant chez nous. C'était une maison, on avait l'impression d'être dans une cave devant. Parce qu'avec ce grand bâtiment en face, c'était gris. On n'avait pas de clarté. Hein. C'était immense alors. Ah oui, c'est immense. Hein. Ah oui, quand on montait tout en haut, on découvrait tout l'île. Hein. Ah oui, l'os, on voyait tout. Et quand il y avait des bombardements, tout ça, ah ben évidemment, mon mari montait là-dessus. Avec le chef boulanger et le chef meunier. C'est malin. Hein. Dans la rue Médiénor, il y avait également un hangar qui correspondait avec la dépendante. Je me souviens même quand on était gosse, quand la porte était ouverte, on allait jouer sur les charrettes quand on était gosse sur Regina. Il y avait également des hangars dans la rue Newton, qui étaient reliés par une passerelle qui passait au-dessus de la rue. Ici, on se situe à peu près au milieu de la rue Newton, et il y avait donc un pont passerelle qui allait de l'usine principale à ce bâtiment secondaire que vous voyez là. Alors ce pont passerelle traversait toute la rue, c'était un pont complètement fermé, hein, qui était construit soit en tôle galvanisée ou en zinc. J'ai le souvenir d'une apparence très grise, une dimension, d'après mes souvenirs, 3-4 mètres de large sur 2,50 mètres, 3 mètres de hauteur. Sur ce pont était construit la continuité également d'un grand four. D'après ce que je pense me souvenir, ce four servait surtout à la biscuiterie, c'est-à-dire à faire les biscuits. Alors là, c'était l'usine principale, hein, donc il y avait des grands murs d'usine, une ou deux grandes portes cochères sur la longueur ici, je crois que c'était 2 portes, par où rentraient les véhicules, ou ressortaient éventuellement. Et il y avait des bouches de chaleur, ça c'est un souvenir. En hiver, on voyait bien de grosses nappes de vapeur sortir de l'usine. Et puis un souvenir aussi d'enfance, c'est sûr, c'était par moments une magnifique odeur de vanille qui emplissait tout le quartier. C'était très agréable. Mais il y avait, il me semble, il y avait un café, il y avait un moulin au-dessus, il me semble bien maintenant. Au coin de la Dépendante et de la rue Mexico et du boulevard Montebello. Il y avait un moulin dans le haut qui était magnifique. Je sais pas, dans mon souvenir, c'était un petit moulin, comme au Moulin Rouge, mais enfin... Ah d'accord, une déco sur un toit. Ça faisait de déco, quoi. D'accord. Ouais. En face, c'était un petit magasin de bonbons, d'épicerie, chez Simone. Et en face, il y avait un petit magasin même qui vendait même du pain pour la Dépendante en dessous. Et au-dessus, il y avait un moulin dans le coin. La Dépendance, c'était une usine à pain, ils fabriquaient le pain là, hein. Ils fabriquaient tout ça. Oui, tous faisaient là, hein. Tous faisaient là dans l'usine. Hein. Le grain arrivait, après il était moulu, j'en perds mon français. Et puis après, en dessous, c'était la fabrication. Ouais, c'était marrant, c'était tous des trucs qui tremblaient comme ça. Et comment c'était à l'intérieur de l'Indépendance? À l'intérieur, il y avait les boulangers, il y avait tous les ouvriers quoi, qui fabriquaient les pains. Quoi. Ça travaillait jour et nuit. Quoi. Il n'y avait pas de fête, il n'y avait rien, c'était jour et nuit. Et comme il y avait toujours des petits pépins, des trucs et des machins, il a décidé qu'on allait habiter l'île pour qu'il soit sur place. Ah oui, parce que quelquefois même, c'était amusant,
il téléphonait pour dire Monsieur Jean, on a eu une panne, mais on a réussi à tout arranger. Alors là, je râlais, je disais bon, bah si c'est arrangé, pourquoi vous nous dérangez? Ils ne se rendaient pas compte. Hein. Vous savez, les gens qui travaillent de nuit comme ça, ils ne se rendent pas compte. Hein. Ils sont un peu dans leur... Oui. Comme le matin, par exemple, quand je voyais des gars qui buvaient de la bière ou de l'alcool, le matin de bonne heure, j'ai quand même, c'est incroyable, c'est une bande d'ivrognes. Mais eux, c'était la fin de leur journée. Et est-ce que c'était les machines qui faisaient le pain ou les femmes ou les hommes? C'était des ouvriers qui faisaient le pain. Il y avait des gros pétrins, quoi. Puis ça, après, avec la pâte qui était prête, ils programmaient, ils faisaient des pains et puis ils les cuisaient, quoi. Même pour sortir le pain, c'était les machines. Hein. Ils poussaient 50 pains à la fois comme ça. Et des gens juste qui les sortent et le mettent dans les chariots. Ça sortait en grande quantité. Quand on entendait les commandes, 100 000 œufs, incroyable. Hein. Et ils mettaient de la margarine, mais aussi beaucoup de beurre. Les raisins, c'était par tonnes. Ah oui, ça c'était très important, hein, ce coup de lame. Et ça c'était terrible. C'était avec une lame de rasoir qui tenait toujours au coin de la bouche pour faire les... Et il y avait que ça qui allait bien pour eux. Ils voulaient absolument rien d'autre. Moi, ça flanquait toujours la trouille, hein, pourvu qu'ils ne l'avalent pas ou qu'ils en laissent une dedans. Oh oui, la chaleur, mon Dieu. Quelquefois, j'y pense encore. Les filles en bout de... Oh, elles étaient liquéfiées, elles tombaient dans les pommes. Oh là là, c'était terrible. Mais et pourtant... Alors, il y avait un problème aussi, c'est qu'on ne pouvait pas trop remuer l'air quand ça sortait des fours. Ça aurait fait retomber trop vite le truc. Et il fallait subir la chaleur. Hein. Il ne faisait pas que le pain, il faisait des gâteaux aussi. Biscottes, biscuits, pâtisseries. Avant, évidemment, il faisait quand même les cramiques. Ah oui, mon mari était toujours prêt à ajouter. Hein. Et on faisait énormément de casse-croûtes. Et il a fait les casse-croûtes chocolatées. Il a fait des biscottes chocolatées aussi. Ça plaisait bien tout ça. Alors là, de l'autre côté du boulevard Montebello, vous voyez une entrée. Là, actuellement, c'est une porte fermée, grise. C'était l'entrée de l'atelier de fabrication des biscottes, où accessoirement se fabriquaient également les coquilles en période de Noël. Et vous connaissez les coquilles de Noël, hein? Les Jésus. On fournissait les hôpitaux, les écoles. Puis ils en faisaient des milliers de kilos. Donc dans le fond de cet espace que vous voyez, il y a un bâtiment assez important qui donne d'ailleurs sur une autre rue, l'impasse Albert qui se trouve derrière, et qui abritait un très très grand four de fabrication. Donc ici nous avons fait le tour du pâté de maison en venant du boulevard Montebello et nous nous trouvons au bout de l'impasse Albert.
Et derrière ce petit châssis que vous voyez là, en fond d'impasse, ce châssis se trouvait au-dessus du très grand four, donc qui faisait pratiquement toute la longueur que nous avons parcourue en venant ici. Donc ça donne une idée de l'importance. Et maintenant, donc, ces ateliers sont vides, pas encore démolis, mais vides. Mon beau-père donc était chef de fabrication de cette unité de production. Évidemment, moi, je n'y ai jamais travaillé. J'ai eu l'occasion de visiter une fois. Qu'est-ce qui restait comme image? C'est une image de travail. D'ailleurs, lorsque je l'ai visité, c'était en période de Noël. Et évidemment, c'est une image de travail intense. Ça, c'est la biscotterie, je crois. Incroyable. Les biscottes étaient fabriquées à partir de pain carré, de blocs bien carrés, qui étaient ensuite retranchés et recuits au four, regrillés au four, et ensuite emballés. Là, ce qu'on voit à la biscotterie, c'est le travail des femmes, là, de trier. Oui. Qu'est-ce qu'elles font, là, en fait? Là, elles vont les réunir et les mettre en sachet, je crois. Il y avait une équipe assez importante de personnel masculin et féminin, principalement les hommes au four, et les femmes à l'emballage, le conditionnement, la coupe des pains pour faire les tranches de biscottes. Il y avait beaucoup de femmes dans le... En boulangerie, non, c'était que des hommes. Pourquoi que des hommes? Qui aimaient vraiment leur métier, des boulangers. Mais tout ce qui était pâtisserie, il y avait des hommes aussi. Biscuiterie, il y avait aussi des hommes, mais beaucoup de femmes pour emballer. Biscuiterie de même. Et pourquoi il n'y avait pas de femmes en boulangerie? On voit pas tellement de boulangères. Hein. Ah oui, parce qu'on ne se représente pas, c'est que c'était des vrais boulangers qui fabriquaient Ah, ça. c'était des boulangers de formation. Ah oui, oui, oui. Est-ce qu'il y avait plusieurs boulangeries à part celle-là dans le coin ou c'était la seule? Il y avait des petites boulangeries comme maintenant, quoi, mais là c'était la grosse boulangerie industrielle quoi, qui faisait le plus de pain à Lille. Quoi. Et enfin, les petits boulangers, ça marchait aussi, il y avait du bon pain, j'oserais même dire meilleur. Quoi, hein. Enfin, parce que là, l'indépendante, c'était un peu industriel. Quoi. C'était le pain courant. Le pain était différent, c'était... Non. Non, c'était bon. C'était drôle un peu parce que les coopérateurs, je ne sais pas si vous avez connu les coopérateurs, ils se fournissaient à l'indépendante. Et les biscottes, c'était les biscottes de l'indépendante. Et les gens disaient, oh mon Dieu, oh non, le pain des coopérateurs et les biscottes des coopérateurs, ils sont bien meilleurs. Et c'était nous. On avait un pâtissier qui était vraiment extraordinaire. Il faisait des bonnes choses. C'était pas le gros bazar, quoi. Et puis, un jour, non, Joris, qui était fils, qui était toujours plaisanté, il est allé chez Mère ou je sais plus où, acheter de toutes sortes, quoi. Et puis il a demandé à son pâtissier de remplir ces petits papiers là avec sa pâtisserie. Et puis il allait manger chez des amis. Et puis alors ils ont dit vraiment c'est incroyable. Alors il leur a dit je suis désolé, ils viennent de notre usine. C'est formidable. Les préjugés, les incroyables. Au coin du boulevard Montebello, rue de Génote, tout ça, il y avait une caserne d'Allemands. Là.
C'était une unité même sur le côté de l'indépendante, quoi. Les Allemands faisaient faire leur pain là. Et ils venaient se ravitailler continuellement pour toute la garnison allemande. Et je me souviens, quand on était aux gosses, on allait les trouver, il y avait toujours une sentinelle. Alors quand c'était un bon, on disait Brot, menir, Brot. Alors il y avait des moments, ils coupaient un pain, ils nous donnaient une grosse tranche, quoi. Quand c'était un mauvais, il courait après nous avec sa crosse de fusil. Tous les gosses du quartier, ils y allaient pour se mettre sur le bord de la porte, ils prenaient des pains, les gosses, ils me les hop, J'en ai même vu pendant la guerre qu'il y avait un vasistas en haut, il montait avec une grande pique, il piquait les pains, il les rejetait de l'autre côté pour les mettre dans des sacs. Il en sortait des camions de pain allemands là. Hein. Alors quelquefois, même les camions partaient par la rue d'Anscott, la rue de Génob, il y en avait qui montaient dedans et qui jetaient des pains, les autres les mettaient dans des sacs et ils se sauvaient, quoi. Il y a eu une fois, on avait vu les camions partir dans la rue de Génob, puis j'ai un copain à moi qui était grimpé avec des autres, quoi, et puis d'un seul coup, on a vu ses pieds partir à l'intérieur, parce qu'il y avait une bâche, mais à l'intérieur, il y avait des sentinelles, et ils ne le savaient pas. Alors, on les a vus partir dans le camion, puis après on l'a vu rentrer au soir, mais il avait été à l'accommodatoire passer la journée, il avait revenu avec une tête, c'est le cas de le dire, comme un compteur à gaz. Quand on a eu la guerre, qu'on était rationné, alors là, c'était 300 grammes de pain par jour. C'était pas suffisant pour se nourrir. Hein. C'était assez dur, il y avait des tickets de ravitaillement et tout pendant la guerre, donc même après la guerre. Au début, quand j'ai rentré là, il y avait encore les tickets de pain. Donc on avait le droit à un contingent de pain, quoi. Mais nous, comme on travaillait là, on avait notre pain, quoi. Ça a été mon premier boulot, l'indépendante. Je passais sur le boulevard, j'ai été voir. Et puis le lendemain, je travaillais. Et à quel âge vous avez commencé à travailler? À 14 ans. 14 ans. À l'époque, on arrêtait à 14 ans l'école. J'ai commencé le jour même, je travaillais la nuit. Tu faisais quoi dans l'usine? J'étais à la coupe, où il faut le pain coupé. C'est mon mari, par exemple, qui a créé le pain coupé. C'était difficile comme travail? Ouais, très difficile. Ouais. En quoi le travail était dur? Dans les machines, il faut suivre pour sortir le pain, tout ça. Ouais, à la coupe, l'autre qui est par là, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais moi, j'étais aide-livreur. Alors j'étais avec un livreur, on faisait la tournée au Vieux-Lille, puis il y en avait qui faisaient un peu partout, quoi. Chaque voiture avait sa tournée, quoi. Il y avait, je ne sais pas combien de tournées à Lille, quoi, mais il y en avait qui faisaient une partie de la ville, là, d'une autre partie, puis ainsi de suite, quoi. Ils allaient à Lille, à Lomme, à Helem. Et donc vous travaillez de jour ou de nuit? Ah non, on travaillait de jour, mais là c'était 24 heures sur 24, ça tournait, ça tournait le jour et la nuit. La nuit, ils fabriquaient les pains, puis tout bien, et puis nous, la journée, nous, après, on allait les livrer, tout ça. Alors, vous pouvez me donner plus de détails sur vos livraisons, comment ça se déroulait? Les gens venaient à la voiture, et puis où on allait porter à domicile, et puis on livrait le pain, quoi. On partait avec la voiture chargée. Et elles étaient comment, ces voitures? Vous pouvez me les décrire, si vous vous en souvenez? Voiture carrée, orange, là, marqué l'indépendante dessus, puis à l'intérieur, c'était des rayonnages où on rangeait tous les pains, et puis tout. Alors c'est pour ça, le matin, on arrivait avec des chariots sur le boulevard, et jetait les pains au livreur, et lui, il les rangeait dans des rayonnages dans la voiture. Je me rappelle de l'indépendante, surtout du cheval et la charrette, la carriole. Alors on entendait résonner les sabots des chevaux dans la rue, qui annonçaient le passage du marchand. Oh, des chevaux, il y en a eu jusque 70. Mais c'était vraiment drôle parce que ils connaissaient leur tournée tout seuls, ils s'arrêtaient où il fallait. Ils connaissaient leur écurie tout seuls parce que quelquefois les livreurs buvaient un petit pot avant de rentrer.
Ils en avaient marre et rentraient tout seuls. Le soir, les cochers, si on peut dire, dételaient rue d'Iéna dans un entrepôt, leur charrette, et ramenaient à la bride par la rue Mexico, la rue d'Encher et la rue Volta. Donc les chevaux prenaient à la bride le passage, le tournant ici de la rue Volta avec la rue d'Avy et rentraient à l'écurie. On se dirige vers la rue d'Avy ? Oui. Donc on voit très bien ici les bâtiments d'écurie avec encore la façade spécifique avec ses châssis de toit à clocheton. Donc ce bâtiment est très profond et donc abritait les chevaux. C'est un souvenir de jeunesse, là. Ce dont je vous parle, c'est dans la décennie 50, donc je pouvais avoir dans les 5, 6 ans, 7 ans. Bon, c'était l'âge où nous jouions dans la rue. Alors les parents disaient « garez-vous, rentrez », ou alors on se mettait assis bien sagement sur les pierres de porte, hein, en attendant le passage des chevaux, pour ne pas les énerver. Est-ce que les chevaux étaient nerveux? Les chevaux, il y en avait un. On avait 2 chevaux. Il y en avait un qui était fort nerveux, tout. Là, c'était le livreur qui s'en occupait. Et l'autre, il était plus gentil. C'était, comme j'étais jeune, c'était moi que je m'en occupais. Ils avaient des chevaux très rapides, je sais. Mais ils avaient un inconvénient, ils avaient peur de la circulation. Alors pour rien, ils s'énervaient. Alors ils s'emballaient. Alors quelquefois, on les entendait arriver. Toc, 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 toc. C'était un cheval qui s'emballait et puis qui courait. Alors tout le monde se mettait sur le côté de la rue parce qu'il était fou, le cheval. Il courait. Hein. Et si certains chevaux partaient, comment faisiez-vous? Ah ben, quand il y avait un cheval qui s'emballait, quand il y avait un riverain qui était courageux, il sautait à leur cou, quoi, puis il réussissait à l'arrêter, quoi, mais ça arrivait de temps en temps qu'il y avait un cheval qui s'emballait et qui courait à travers le quartier. Et mon beau-père comme mon mari, combien de fois ils ont réussi à arrêter des attelages. Oh, moi le chef à la trouille, il faisait ça très bien, il se mettait devant les chevaux. Et puis, il les rattrapait, et puis, bon, évidemment, il allait un petit peu en marche arrière, parce que sinon, quand il rentrait dans l'usine, les brancards et tout ça, ça prenait un coup. Et puis alors après, ben, on a transformé tout ce qui était les chevaux, enfin, on ne les a pas transformés en voitures, enfin, on les changeait pour des camionnettes. Ce qui a désespéré beaucoup de monde, parce que les enfants, voilà l'indépendante. Alors, leur tranche de pain, leurs carottes, leur sucre, c'était marrant. Et là, c'est le défilé des camionnettes. Ça, c'était le magasin qu'on avait au coin du boulevard et de la rue Newton. Nous sommes ici à l'angle du boulevard Montebello et de la rue Newton. Et donc à cet angle précisément, il y avait le magasin de détail, donc de vente aux particuliers sur place, de l'Indépendante, où on trouvait tous leurs produits. Biscuits, pâtisseries, les fameuses biscottes. Et également, bon ça c'est un souvenir aussi, les biscottes brisées ou un peu ratées à la vente étaient vendues dans des grands sacs à un prix tout à fait démocratique, on va dire. Et les gens étaient très friands d'acheter ce genre de choses. Ah oui, il a fait des biscottes au raisin à un moment donné, ça a bien marché. Ça, le petit Hollandais et la petite Hollandaise, c'était vraiment mignon hein, sur les sachets. C'était des fourrés vanille et fourrés chocolat. Après, il y a quand même eu les grandes surfaces qui se sont installées, et ça fait tort beaucoup. Hein. Alors évidemment, il fallait faire des prix, et ça baissait. Et vous... Je crois qu'on a quitté en 72. Oui, parce qu'il y a eu une fusion. L'Indépendante ne pouvait plus tenir toute seule. Je sais qu'ils sont partis à l'homme maintenant, mais je ne me souviens pas le nom. Mais c'est plus l'Indépendante, c'est un autre nom. C'est un patron qui a repris tout ça. Hein. Quand ça a été repris, on l'avait nommé, je crois, directeur de la biscotterie, je crois, rien que ça.
Bon, il n'a pas accepté, il a dit non, je suis le directeur général, je ne vais pas me mettre à un rang inférieur comme ça. Alors il a quitté, mais alors il a quitté sans rien. Ça a dû être un crève-cœur. Oh là là, c'était dur. Hein. Oh, là, il est parti. Qu'est-ce qui reste de ces années indépendantes pour vous? Qu'est-ce qui vous... Oh bah, pour nous, une folie d'activité et de... Oui, quelquefois, quand on me demande « vous avez travaillé », je réponds non, mais parce qu'en fait, j'ai jamais eu d'emploi. Mais j'en ai fait des emplois, téléphoniste, tenir des magasins, j'en ai fait des emplois. Tu as travaillé 1 an à l'indépendante. Pendant ces 1 an, ton plus beau souvenir, c'était lequel? Je venais de l'indépendance, j'étais bien avec les copains. On travaillait bien, on rigolait toujours, jamais disputé, jamais. On commençait le boulot, on rigole, on se quitte, on rigole. Le jour de repos, on se va au marché, boire un café, on va faire un chercher. Non, c'était bien, l'indépendance des souvenirs. Ah, pour ça, rien à dire. Ouais. Je passe mes vacances sous tes hauts de Stélie. Je vais refaire un petit tour ici pour regarder, quoi, pour voir les changements qu'il y a pu y avoir, quoi. Ah, c'est vrai, hein. Oh, ça a changé, enfin, ils sont embellis quand même, le quartier. Hein. Ça fait 8 ans et demi que j'habite la rue de Géna, qui se trouve juste derrière. Et avant, quand j'étais plus jeune, je vivais rue d'Arcole. Je suis arrivée là, j'avais 4 ans à peu près. Donc là, je vais sur 32 ans, donc ça fait un bail que je suis dans le quartier. Moi, je regrette ma jeunesse par rapport à mes enfants de maintenant. On avait beaucoup plus à vivre, à partager, que maintenant, ils n'ont pratiquement plus rien, sauf là, grâce au collectif Mexico, qu'ils organisent quelques fêtes. Donc je suppose que ça vous fait plaisir de voir qu'il y a à nouveau un peu de vie dans le quartier, même si c'est pas à la hauteur de ce que vous avez pu connaître. Ouais. Ah non, c'est super. Ça commence petit à petit à monter justement. Et non, c'est bien, même si par rapport à avant, c'est pas du tout pareil. Mais bon, je veux dire, ils font avec les moyens qu'ils ont et je trouve que c'est déjà pas mal. Parce qu'au moins, ils regroupent les gens et ils font pour que tout le monde soit heureux et qu'il y ait un petit divertissement en communauté, quoi, on va dire. Donc non, c'est bien, c'est super. Ici, tout de même, il y a beaucoup d'activités, hein, on ne s'ennuie pas. Tout à l'heure, j'étais parti pour tout l'après-midi avec des copains, on va jouer aux cartes. Et vous aimez quand même bien l'ambiance ou pas? Ah oui, bah oui. Ah oui, parce que si ça ne me plaisait pas, il y a déjà longtemps que je serais parti. Hein. N'importe comment, j'aurais jamais voulu quitter le quartier. J'aurais pas voulu aller prendre ma retraite, même sur la Côte d'Azur. Hein. Je fais la popote, je vis pas mieux qu'à l'hôtel. Je mets comme les cocottes du rouge à mes orteils. Du haut d'une gourlotte, je crois Chambéry. Et mi je vois tout ça, tout à haut m'atterrit. Comment il faut dire que je dégote les coulées corons, les environs, les villages, les villes, nos corons. Et je me rase l'œil, ça ne me tourne pas rond. Sur ma faute de bois, je fais tout me gargote. Viande, pomme, frites, morceaux de lard. Et j'ai monté 35 litres de pinard pour me laisser un peu pénard. Et je passe mes vacances tout à haut de Stérie. Oui, dans le sens, je suis meurtri, tout meurtri. Bravo, bravo. Bravo! Ouais! Ouais, super. Bravo à toi.